On est toujours ensemble, retour dans le débat de France 24, le jour d'après, les jours d'après l'élection de Donald Trump, puisque vous le savez, c'est donc lui qui occupera la fonction de président à partir du 20 janvier prochain. Il a rencontré Barack Obama aujourd'hui à la Maison-Blanche pour s'entretenir des conditions de cette transition. On va en parler notamment sur ce que ça implique au plan international, avec à nos côtés Annick Cizel, enseignante-chercheur à l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle, également avec nous Julien Zarifian, maître de conférence en civilisation américaine à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur au laboratoire Agora. Dominique Simonet, essayiste, co-auteur avec Nicole Bachar de First Ladies à la conquête de la Maison-Blanche aux éditions Perrin. Et puis enfin Eric Svein, journaliste et auteur. Vous êtes membre des Republican Overseas, les Républicains donc à l'étranger, en l'occurrence à Paris. Merci beaucoup à nouveau d'être avec nous. Alors, comment va se dérouler concrètement la passation, puisqu'on a vu cette rencontre aujourd'hui entre Barack Obama et Donald Trump, cette passation entre l'actuelle et la future administration. Il y a la règle du spoil system, tout le monde bouge et du coup, personne pour partager réellement l'expérience avec la nouvelle administration en devenir de Donald Trump. Dominique Simonet. Oui, il y a 2 mois et demi. Il y a 2 mois et demi de transition. Ce n'est pas parce que c'est une volonté de prendre du temps, c'est parce que ça date du XVIIIe siècle où on avait décidé qu'en novembre, c'était la meilleure date de l'élection à cause parce que les moissons étaient finies, l'hiver n'était pas arrivé, et qu'en plus, ensuite, il fallait tout le temps pour que les bulletins arrivent à Washington, soient dépouillés, etc. Donc c'est une tradition. Aussi. Pardon, et le mardi aussi. On allait à l'église le dimanche. On allait à l'église le lundi, on partait en ville et on votait le mardi. Et donc, à l'heure d'Internet, des votes électroniques, etc., on est toujours... voilà. Mais donc, il y a 2 mois et demi, les dossiers... Ils ne sont pas de trop, hein. Non, c'est pas de trop parce que les dossiers sont très complexes. Là, on sait que déjà aujourd'hui, entre les équipes, il se passe des iPads où ils se branchent sur des serveurs sécurisés pour commencer à avoir des données entre le président sortant et le président élu. Quand on dit spoil system, tout le monde part, c'est tout le monde part. Vraiment, il n'y a plus personne de l'administration. Non, bien sûr qu'il y a des postes, les postes clés. Sont changés. En général, il y a une différence aussi fondamentale, je crois, avec la France, c'est qu'en France, on met souvent des politiques. On remercie les gens pour avoir bien fait campagne, ou on essaye de faire, c'est ce qu'avait fait François Hollande avec son gouvernement, des compromis avec les différents courants du parti. Là, c'est pas le cas. En général, aux États-Unis, il y a une tradition d'avoir des experts. Donc, le secrétariat d'État à l'éducation, en général, c'est quelqu'un qui vient du milieu, etc., dans chaque domaine. Donc, il y aura un changement d'experts. Pour l'instant, on sait peu de choses sur ce que l'équipe de Trump. Les noms qui sont annoncés sont des noms assez inquiétants parce que c'est les plus ultra-conservateurs. On parle même de Newt Gingrich. C'est vraiment, il y a toute une... le dirigeant de cette révolution néo-conservatrice au Congrès sous Bill Clinton. Mais on peut quand même... l'étatisme. Oui, mais on peut quand même compter sur lui et quand même sur la nécessité et la réalité pour qu'il trouve des collaborateurs plus jeunes et plus... Avec un choc générationnel, oui. Absolument. J'allais dire, un choc générationnel. Newt Gingrich a 73 ans maintenant. Je n'ai pas vérifié l'âge de l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, mais même chose. Oui, même chose. C'est un choc générationnel qui s'annonce là. Pour l'instant, en tout cas. On peut imaginer qu'il trouve aussi des personnalités plus jeunes, bien sûr. L'histoire, c'est un homme sans expérience. Oui. Comme tout le monde le sait, on ne peut être que président pendant 2 mandats. Et ça, depuis George Washington, sauf Franklin Roosevelt. Cette idée, depuis des pères fondateurs, c'était pas seulement valable pour le président de la République, c'était aussi pour tous les gens qui allaient à Washington ou dans leur capitale de l'État. Et l'idée, c'est qu'on restait seulement un mandat ou 2 et qu'on revenait vivre sous les lois qu'on avait posées soi-même. Et là, je dois prendre un exemple français. Je me demande si tous les gens qui votent pour la répression et la persécution des automobilistes français, avec tous les radars et les limites de vitesse qui sont baissées de 10 km, le feraient s'ils étaient obligés de revenir de Paris et d'être obligés de vivre sous ces mêmes lois, avoir toutes ces... S'ils avaient perdu un proche, peut-être qu'effectivement, ils baisseraient quand même les limites de circulation. Sauf que la plupart des proches qui sont perdus sont dus à la somnolence et c'est donc dû à
limite de vitesse soporifique. D'accord. Alors ça, c'est un autre débat qu'on va évidemment pas mener, vous l'aurez compris maintenant. Mais en revanche, sur la question même, et ça tombe bien que vous interveniez, des personnes dont peut s'entourer Donald Trump, le fait est que, contrairement à ses prédécesseurs, lui n'a pas exercé de mandat de gouverneur ou de sénateur. On est donc face quand même à une page blanche, il faut bien le dire. Son colistier, Mike Pence, il a la capacité, lui, de faire ce qu'avait fait en d'autres temps. On pense, par exemple, Dick Cheney pour George W. Bush, qui pourtant, lui, avait déjà été gouverneur. Vous pensez que Mike Pence a cette capacité-là? Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il a choisi. Donald Trump, il était vraiment un baril de poudre pendant les premiers mois. Oui. Et à un moment où il a vu... Alors, on ne sait pas si c'est lui-même ou si c'est son entourage, mais ils ont dit, il faut se calmer, là, il faut... prendre quelqu'un à qui on peut faire confiance, à qui pour pouvoir, si vous voulez, gagner l'élection. Oui. Et apparemment, ça a marché. Je ne sais pas si c'est plus lui-même, Donald Trump, ou si c'est son entourage qui l'a forcé à se faire. Il va hériter en tout cas des 11 millions d'abonnés de Barack Obama sur les réseaux sociaux. Oui. POTUS, il va falloir faire attention, il va falloir manier avec un peu plus d'autocensure, peut-être Twitter à l'avenir. Julien Zarifian, on a cette question évidemment lancinante pendant la campagne de la relation avec la Russie, parce qu'on s'en souvient, Obama avait évoqué le reset, qui finalement n'a jamais vraiment eu lieu. En tout cas, la relation s'est dégradée progressivement dans le temps. Est-ce le fait de Vladimir Poutine, est-ce le fait de Barack Obama? Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est peut-être à un point bas dans cette relation. Comment Donald Trump, à la lumière de ce qu'on sait, va aborder, d'après vous, les choses avec la Russie? Quels sont ses intérêts avec la Russie? Si vous formulez la question de la bonne manière, c'est le problème des intérêts. Les bonnes intentions et le reset, ça allait dans ce sens, peut fonctionner sur la base de bonnes relations ou d'affinités entre les dirigeants, ça peut marcher. Mais à un moment donné, se pose la question des intérêts fondamentaux des États. Et je pense que dans le cas de la Russie et des États-Unis, on verra, on est vraiment dans l'inconnu, mais peut-être ces deux-là se retrouveront sur la question de la Syrie, peut-être plus que dans le cas d'Obama et Poutine. Mais sur d'autres questions géopolitiques liées à l'Eurasie, liées à la question des hydrocarbures caspiens ou d'Asie centrale, je pense que les intérêts des deux États ne convergeront pas, c'est le moins qu'on puisse dire, divergeront. Et là, je ne vois pas pourquoi et comment le rapprochement pourra s'opérer. Il ne s'est pas opéré de toute façon s'agissant du reset, malgré... Enfin, il faut se souvenir quand même qu'à l'élection d'Obama, il y avait vraiment de l'enthousiasme du côté des Russes, de Medvedev et de Poutine également, surtout de Medvedev en l'occurrence. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Ça a tenu quelques mois, 1 an, 2 ans maximum, mais ça n'a pas fonctionné parce que la Russie a ses intérêts de grande puissance en Eurasie et qui divergent avec les intérêts américains. Sur la question des États qu'on a brièvement évoqués, la Géorgie, les anciennement satellites. Justement, on a peur. Le New York Times a parlé d'une nouvelle guerre froide. Et encore une fois, on parle de... Quand c'était durant les 8 années précédentes, et maintenant ça va être les nouveaux. Non, on en parlait déjà. Tout était la faute de Bush. En tout cas, on parle de ça sans évoquer le retour de la guerre froide, on en parle et même un tout petit peu. Ils ont dit ça, the new Cold War. Alors, sauf que le monde n'est plus bipolaire, donc de toute façon, ça sera autre chose. Il va falloir trouver un autre nom. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julien Zarifian. Et j'ajouterais même que... Alors, c'est vrai qu'il va falloir, je ne sais pas, est-ce que Mike Pence va être le Dick Cheney de Donald Trump? Il n'en a pas l'expérience non plus. Il n'a pas, non, certes, mais sur la question de la Russie, c'est pour ça que je pense à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir 2 présidents ou véritablement un président et un vice-président en matière de politique extérieure? Parce que, pour l'instant, les 2 candidats avaient exprimé des souhaits, des intentions totalement divergentes, à 180 degrés l'une de l'autre, Mike Pence condamnant la Russie et les visées plus ou moins expansionnistes de la Russie de Vladimir Poutine, et on connaît l'admiration de Donald Trump à titre personnel pour Vladimir Poutine. Mais dans le même temps, c'est vrai que l'approche de Donald Trump, celle d'un businessman, celle de quelqu'un qui est prêt à troquer, à marchander quelque part. Et il a déclaré dans son grand discours de politique extérieure du mois d'août 2016, qu'il était prêt à renégocier la situation de la Crimée. Donc la Crimée qui n'est évidemment pas reconnue sous l'administration Obama. Annexée de fait par la Russie. Annexée de fait par la Russie. Est-ce qu'il est prêt à renégocier la Crimée contre un partage du fardeau en Syrie,
et contre laisser les coups des franches à la Russie. On est véritablement non plus dans une politique ad hoc, comme on l'a dit récemment pour Obama, de concertation, d'adaptation aux circonstances, à la réalité du terrain. On est dans un marchandage, dans une politique extérieure commerciale de je te donne un gage de bonne foi, tu me donnes un autre gage de partage du monde, sauf qu'on retourne un siècle en arrière à un partage en sphère d'influence complètement antithétique de la mondialisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et là, il y a un choc de réalité qui ne fonctionne plus du tout. C'est votre sentiment aussi, Dominique Smel. Elles ont du souci à se faire, ces ex-républiques soviétiques, et puis au-delà, les pays baltes aussi. Hein. Oui, et je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. C'est effectivement, c'est une des clés sans doute pour comprendre Donald Trump. En fait, il connaît l'argent. Donc c'est effectivement, il voit le monde en termes d'argent. Est-ce que ça ne le rend pas pragmatique en même temps? Oui, mais enfin, ça ne peut pas résumer les relations diplomatiques et les jeux des alliances. Pendant sa campagne, puisqu'on est obligé de s'accrocher à ces quelques phrases qu'il a lancées, qui lui tiennent lieu de programme, il avait dit par exemple que si la Corée du Sud ou le Japon ne payaient plus, il allait, après tout, on n'allait pas payer pour leur défense et qu'ils se dotent de l'arme nucléaire. Oui, mais bon... Excusez-moi, voilà. Mais c'est pas ce que Obama a fait avec l'Iran, qui est un pays dont les ayatollahs soutiennent les terroristes dans le monde entier. Qui a priori est un pays défendu par les l'arme nucléaire. Je crois pas qu'Obama... Le Conseil de sécurité de l'ONU étendu à l'Allemagne, le P5+1, a tout fait pour que l'Iran dénucléarise. Pour la non-prolifération. Et vous croyez à leur parole? À la parole des ayatollahs. Si vous ne croyez plus à la parole des ayatollahs, non, je crois au Conseil de sécurité de l'ONU. On va aborder le cas de l'Iran juste après avec Cuba. On termine juste rapidement sur la Russie, parce que je voudrais qu'on parle de l'Europe quand même. Il y a l'OTAN aussi. Il a aussi laissé planer un certain nombre de choses en disant les pays qui ne payent pas leurs cotisations, après tout, on pourra bien sortir. Voilà. L'Europe, elle a du souci à se faire aujourd'hui. Est-ce que finalement, en gros, pour schématiser, il y a la possibilité finalement que Trump et Poutine s'entendent sur le dos de l'Europe? En gros, chacun a sa sphère d'influence et puis faites ce que vous voulez. Je pense qu'il va y avoir un retour du réalisme quelque part, parce que les alliances, elles sont fondées quand même sur un certain nombre de décennies d'histoire mouvementée, notamment d'histoire de la vieille Europe. C'est quand même très compliqué de revenir là-dessus, et que tout gesticulateur qui puisse être, il sera encore une fois obligé de revenir à un certain nombre de réalités. Cela dit, tout est possible. Encore une fois, c'est quelqu'un d'imprévisible. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. L'Europe, oui, l'Europe est un peu inquiète parce que, d'abord, c'est un continent qui est émietté. Il y a aussi un retour des nationalismes. Il y a aussi un retour du protectionnisme. Il y a une crispation un petit peu partout. Et par exemple, prenez l'accord sur le climat que vous évoquiez tout à l'heure. Trump a dit de manière très claire, là pour le coup, qu'il allait le dénoncer. Oui, c'est possible. Non, c'est possible. Du côté des négociateurs, la COP22 là au Maroc, on n'y croit pas du tout, par exemple. Hein. L'article 28 du traité de Paris dit qu'un État peut quitter au bout de 3 ans. C'est-à-dire ça nous fait en 2019. Et en 2020, si Trump prend les décisions dès maintenant, en 2020, les États-Unis peuvent être sortis de l'accord sur le climat, qui provoquera sans doute une réaction en chaîne de plein d'autres pays. Donc ce n'est pas rien. C'est-à-dire, on dit toujours que les États-Unis sont peut-être moins puissants qu'avant, certes, mais malgré tout, il y a un tel jeu aujourd'hui entre toutes ces alliances et cette complexité du monde, et je ne parle pas du terrorisme, qui fait que effectivement, on a un certain nombre de raisons. Ils peuvent en tout cas, par la politique de la chaise vide, mettre en péril un certain nombre d'accords et de concertations. On l'a bien compris. Il y a juste une chose que j'aimerais dire là, c'est que on parle tout le temps de Trump et Trump. C'est le thème du débat, je vous le rappelle. Trump ne serait pas possible sans Obama. Je l'ai déjà dit, parce qu'on a été appelé de raciste pendant 8 ans. C'est aussi parce que, pourquoi est-ce que les Russes sont en Syrie? Pourquoi est-ce que les Russes sont en Syrie? C'est Obama qui a dit on ne veut pas y être. Il a dit on a fait un red line, une ligne rouge. Si l'on utilise des armes chimiques, et soi-disant les armes chimiques n'existent pas au Moyen-Orient, on va intervenir. Il n'est jamais intervenu. Puis il a dit aux Russes, venez, ce sera à vous de le faire. Maintenant, vous dites, tout le monde dit, qu'est-ce que Trump va faire? Vous adorez Obama parce qu'il n'a pas utilisé les militaires. Et une chose, laissez-moi terminer. Une chose de plus, vous avez des millions de réfugiés syriens en Europe. N'est-ce pas une des raisons, n'est-ce pas justement que vous n'avez plus un Bush qui envoie des militaires
qui utilisent les militaires américains pour partir en Syrie, renverser le dictateur. C'est marrant parce que vous avez l'air de déplorer que ce soit Trump qui soit candidat. Je me trompe ou pas? Vous, le républicain? Il y a plusieurs républicains qui ont dit qu'ils n'étaient pas pour Trump. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a jamais eu des démocrates qui étaient contre Hillary Clinton pour les démocrates. Oui, parce que alors nous, alors je ne sais pas si on peut dire que nous, on a des principes. Il y avait des démocrates pro-Bernie. Il y avait des démocrates pro-Bernie Sanders qui mais Bernie Sanders s'est mis derrière. parce que c'était peut-être le moindre mal pour eux face à Donald Trump. C'est quand même les républicains ne l'ont pas fait. En revanche, ils ont même voté pour. On a entendu Candy Rice dire que par exemple, elle ne voterait pas pour Donald Trump. Et George W. Bush. Donald Trump a voté contre la guerre en Irak. J'attends qu'il envoie les GIs en Syrie. Ça va être cohérent, là aussi. Et comment a voté. Il a pas voté, mais Hillary Clinton a envoyé un ambassadeur à Benghazi et ils se sont fait attaquer pendant 8 heures sans qu'elle envoie les militaires américains. Ni le président Obama, d'ailleurs. On va avancer sur cette question, notamment de les rapports avec la Russie. Dans quelle situation ça pose aujourd'hui, ça met l'Europe et l'OTAN, Julien Zarifian? Est-ce qu'il faut s'inquiéter du départ, finalement, du grand frère et donc du bouclier protecteur américain, d'une certaine manière? C'est difficile à répondre. Et là, on est quand même dans des projections. Et je veux dire, 2 jours après ces élections si inattendues, je pense qu'il faut être non, mais parce qu'il l'a dit pendant la campagne. Il a dit pendant la campagne de Donald Trump, il a agité la menace. Si les pays de l'OTAN ne payent pas, on va arrêter, nous, d'assurer leur sécurité. Oui, mais l'OTAN, c'est compliqué, c'est quand même cadenassé, et ça fait intervenir de nombreux alliés, de nombreux membres. On ne touche pas comme ça à l'OTAN. Je pense une question qui peut être posée, et je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est peut-être de réfléchir au comportement des républicains, et notamment des républicains au Congrès. Et je pense qu'un certain nombre de choses vont pouvoir peut-être être défaites par Trump s'il continue sur cette voie, ce qui n'est pas du tout dit à ce stade. Si le Congrès républicain le suit. Vous pensez à quoi? À l'accord? Je pense à l'environnement, je pense à l'Iran, ça pourra être des faits si les républicains le suivent, ce sera peut-être le cas. La non-finalisation de Cuba, il n'y a toujours pas d'ambassade. Justement, il y a plus de levée d'embargo en vue, ça semble clair maintenant, l'embargo il va rester en place, mais Washington pourrait revenir sur la normalisation, Annick Cizel? Il n'y a toujours pas d'ambassadeur à La Havane. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une ambassade, il y a un chargé de mission, un chargé d'affaires, mais il n'y a toujours pas d'ambassadeur puisque le Congrès républicain n'a ratifié aucune des propositions de Barack Obama. Est-ce qu'il y aura proposition à suivre? Je voulais juste revenir sur un tout petit point sur l'OTAN, l'Europe, etc. 2 choses. La Suède et la Finlande, il y a quelques mois, se posaient la question de demander leur adhésion à l'OTAN. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas que les pays baltes, il n'y a pas que les, entre guillemets, petits pays baltes qui sont en train de s'inquiéter. Et d'autre part, ce dimanche, les ministres des Affaires étrangères, tous les représentants diplomatiques de l'Union européenne se réunissent, sauf erreur, en réaction à l'élection américaine. Ce qui laisse penser, alors je vais être optimiste ce soir, que peut-être le message, qui n'est pas qu'un message de Donald Trump d'ailleurs, que la défense européenne devrait payer, que l'Europe devrait payer pour sa propre défense, je vais émettre un vœu ce soir, que l'Europe prenne un peu plus sa défense en main, effectivement. Et si on est pessimiste, c'est quoi le message? C'est-à-dire, si on saisit l'opportunité de relancer une Europe de la défense, on rééquilibre les choses et effectivement, on permet peut-être une accommodation avec l'administration Trump. Mais la balle est dans notre camp. Parmi les différents accords signés sous Barack Obama et qui nous engagent, nous aussi, pays européens, il y a cet accord sur le nucléaire avec l'Iran. Je voudrais qu'on écoute le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et on commentera juste après ces déclarations et à l'avenir proche. Le sujet important est que le futur président des États-Unis et n'importe quel gouvernement entrant en fonction respecte les engagements que le gouvernement américain a pris, pas dans un accord bilatéral, mais multilatéral, dans le cadre de l'accord sur le nucléaire. Éric Zwein, que doit faire, d'après vous, l'Amérique? Est-ce qu'il faut revenir sur cet accord? Et est-ce que ça change totalement la réorientation restante de la politique américaine et la forme d'équilibre, finalement, qu'il y avait entre les pays du Golfe, et notamment l'Arabie saoudite d'un côté, et le monde chiite de l'autre? Si ce que j'ai lu est vrai, l'Arabie saoudite me voudrait aussi sa bombe atomique maintenant. Vous le souhaitez, vous? Moi, je ne le souhaite pas du tout, mais je ne souhaitais pas non plus la politique étrangère de conte de fées de Obama. Oui. Donc la question de l'Iran, ça fait 50 ans qu'il y a eu le Pax Americana, si on veut, 70 ans depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde s'en plaignait, les Américains qui nous oppriment, qui sont les gendarmes du monde, et y compris les gauchistes américains dont est issu Obama.
Et voilà, maintenant, le monde n'est plus la même. Il n'a pas utilisé les militaires et maintenant, il a signé cet accord qui est, à mon avis, crazy. Julien Zarifian, il y a un vrai risque là de voir, et puis ça aurait forcément des répercussions, on l'imagine aussi, sur nos relations avec l'Iran. Oui, oui, absolument, vous avez tout à fait raison. En tout cas, s'agissant des relations bilatérales États-Unis-Iran, on était quand même sur une forme, rapprochement est un peu fort à ce stade, mais enfin un léger réchauffement. Oui, voilà, c'est ça, un léger réchauffement. Ça jette d'une certaine manière l'actuel président iranien dans les bras de Khamenei et des durs d'une certaine manière du régime de Téhéran. Ça lui facilite pas les choses vis-à-vis du régime et de sa propre opinion publique. Pour moi, alors, tout le monde parlait en bien de Ronald Reagan tout à l'heure. Je me souviens quand Ronald Reagan j'étais tout jeune, étudiant. Quand il était président, tout le monde l'était testé. Il le traitait comme Bush plus tard, comme Trump maintenant. C'est toujours le vampire ou Adolf Hitler. Chaque 4 ans, on a droit au prochain Adolf Hitler. L'idée que Obama donne pas 150 millions de dollars, mais 150 milliards de dollars à l'Iran, c'est comme si Ronald Reagan avait donné 150 milliards de dollars à l'Union soviétique au lieu de mettre fin à la guerre froide. On va en rester là. Merci beaucoup Eric Svein d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à Annick Cizel, à Dominique Simonet et à Julien Zarifian. Vous restez en plateau. On va voir aussi les réactions évidemment à cette élection, cette fois vue du net. C'est tout de suite un œil sur les médias. Voilà, un œil sur les médias pendant qu'Eric Svein est allé se désaltérer, vous le voyez sur ces images. Karim Yayaoui nous a rejoint pour évoquer l'actualité vue du net. L'actualité, évidemment, hein, c'est l'actualité Trump, l'éléphant comme l'éléphant républicain dans le magasin de porcelaine, et les médias américains, pour eux, l'heure est au mea culpa. C'est vrai que l'heure est au mea culpa. Un certain nombre de médias, ce mercredi, avaient préparé leur une, prêts à dégainer parfois des unes marquant la victoire d'Hillary Clinton. Du côté de Newsweek, par exemple, plus précisément de Topics Media, qui travaille avec Newsweek, on fait son mea culpa. On admet s'être trompé, mais on précise, comme tout le monde, voici les deux unes qui étaient prêtes. On les découvre ensemble. Madame Président Trump, il y en avait une qui était prête avant l'autre, c'était celle d'Hillary Clinton. Et puis un certain nombre d'éditorialistes dans les médias américains font leur mea culpa, notamment du côté du Washington Post. On a un texte signé Margaret Mitchell. Elle écrit « Pour parler franchement, les médias ont manqué un rendez-vous avec l'histoire ». Même tonalité dans cet autre article, cette fois-ci du côté du New York Times, signé Jim Rothenberg. Il explique dans cet article la technologie, la modélisation sophistiquée des données n'ont pas pu sauver le journalisme américain, encore une fois à la traîne de l'histoire, mais aussi à la traîne du reste du pays, explique-t-il. Comment les sondeurs ont-ils pu autant se tromper, s'interroge-t-on du côté de USA Today, avec une réponse en filigrane. Les journalistes avaient les yeux beaucoup trop braqués sur les sondages et ils sont passés à côté de ce qui se passait autour d'eux. Et pas suffisamment, si vous le permettez, sur la marge d'erreur, parce que les deux candidats étaient dans la plupart des États clés à 2-3%, ce qui correspondait à la marge d'erreur. Les statisticiens comme Nate Silver en ont déduit à 72% qu'Hillary Clinton gagnerait. On sait ce qui est devenu. Le vote populaire donne Hillary gagnante. C'était il ne faut pas oublier quand même ça. 16% de probabilité pour Nate Silver, la victoire d'Hillary dans le suffrage populaire et sa défaite chez les grands électeurs. Après les décomptes d'aujourd'hui, c'est ce scénario-là qui s'est concrétisé. Elle a 220 000 voix de plus en pourcentage. Et d'ailleurs, on l'a vu hier sur les réseaux sociaux, un certain nombre d'internautes, notamment des militants pro-Hillary, appelaient tout simplement à une réforme du système électoral américain, parce que ce n'est pas la première fois qu'un président est élu sans avoir remporté le vote populaire. Alors, ça peut aller dans les deux sens. Oui, ça fait 2 fois que ça va dans le même sens. J'ajoute que ces 25 dernières années, on n'a que Bush en 2004, il y a uniquement un candidat républicain à remporter le vote populaire de Bush en 2004 et d'une courte tête contre Kerry. Une fois un républicain en 25 ans. 4 fois dans l'histoire. 4 fois dans l'histoire où le vote populaire ne correspond pas avec le vote des grands électeurs. Alors ces analyses qu'on a vues dans les médias américains, on les retrouve aussi du côté des médias français. Il y a un article à lire du côté du Monde, signé Julia Cagé. Elle aussi explique que les médias décrivent mais ne vivent pas
pas la vie des vrais gens. C'est peut-être là le problème. On retient cette phrase à la une du Monde, ou plutôt à la une de cet article. La responsabilité de l'entre-soi médiatique est immense dans l'avènement du populisme, peut-on lire dans cet article. En tout cas, vous l'avez vu, ça fait réagir nos invités. Une partie de l'Amérique n'a, faut le dire, toujours pas digéré en tout cas cette victoire. C'est vrai, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux un hashtag qui a été assez utilisé, Not My President, et on a vu un certain nombre d'électeurs déçus descendre dans la rue, notamment du côté d'Auckland, comme le souligne ce tweet de la police d'Auckland. Ils étaient quelques 3000. Mashable, sur son site internet, évoque aussi ces manifestations. À Boston aussi. Et puis, on s'aperçoit que clairement, l'opinion est divisée. Il suffit de regarder ces deux tweets. Il y a celui-ci. Trump n'est plus un personnage de télé-réalité. Ce n'est plus quelqu'un dont on peut se moquer dans son salon. Donald Trump est le leader du monde libre. Tandis que cet internaute lui rétorque, eh bien, il ne sera jamais mon président, avec ce hashtag Never My POTUS. Et on voit cette division qui s'exprime aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Karim. Voilà, restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.